Tu te rappelles Digimon Fusion? Non. Mais on vient de le voir. Je sais, mais on va pas en parler. Pourtant, Digimon Fusion est bien meilleur que les deux précédentes séries Digimon. Peut-être, mais d'une part, c'est pas bien difficile. D'autre part, Digimon Fusion donne quand même le sentiment d'être en dessous de ce qu'elle aurait pu être. C'est bourré de bonnes idées, mais ces bonnes idées ne sont pas mises en œuvre avec autant d'intelligence qu'il aurait fallu. Si c'était pas la franchise Digimon, on pourrait se dire que la série se cherche. Mais là, c'est clairement une série qui s'appuie sur l'expérience des précédentes et n'en a oublié ni les codes ni les règles. On a plutôt le sentiment que les auteurs en avaient ras-le-bol de Digimon et qu'ils ont bâclé leur série, mais que comme ils sont géniaux, même quand ils boxent, ça donne un truc à peu près bien. Et je suis désolée, mais si Yu-Gi-Oh n'a pas mérité une review, on va pas en faire une sur Digimon Fusion. Ah non, mais tu triches Yu-Gi-Oh! Si on n'en parle pas, c'est parce que c'est hyper connu. C'est l'heure du duel! Et si on parle pas de Digimon Fusion, on fait quoi? On a quand même une vidéo à faire. Eh ben, je te propose de parler d'une série très similaire à Digimon Fusion, avec la même structure, les mêmes qualités, les mêmes défauts, mais qui a l'excuse d'abord de ne pas être une série Digimon, et ensuite d'être plutôt précurseur dans le genre histoire d'humains cohabitant avec des monstres qui parlent. Eh bah d'accord. Tu te rappelles Monster Rancher? Eh ben, pour dire la vérité... Bon, les garçons, on essaye de se détendre, de profiter de cette tea party... Donc, on ne parle pas de Full Metal Alchemist Brotherhood, Oui, Chucky. ni de Il était une fois la vie. Oui, Chucky. Parfait. Et sinon, vous comptez faire un jour une review sur Monster Rancher? Monster Rancher? C'est quoi ça? Quoi? Vous n'avez jamais vu Monster Rancher? Tenez, prenez ça, rentrez chez vous, et ne revenez pas ici tant que vous ne m'avez pas fait une review digne de ce nom. Attendez, on peut pas faire ça, là on n'a pas beaucoup de temps pour les visionnages. Notre planning de review est bouclé jusqu'en 2018 au mieux. Nous ne sommes pas forcément des gens exceptionnellement cultivés, mais un dessin animé dont nous n'avons jamais entendu parler, on est peut-être en droit de penser qu'il est assez peu connu. La franchise Monster Rancher est apparue en 97, un an après la franchise Pokémon et au tout début du développement de la franchise Digimon. D'habitude, nous ne prenons pas trop la peine de décrire le contexte historique des séries dont nous parlons, on est critique, pas vulgarisateur, mais vu le caractère assez expérimental de cette série-là, ça me paraît indispensable de préciser qu'elle est une des premières du genre, mais pas la première, et qu'elle faisait face à une forte concurrence de deux franchises rivales très aimées. Bon, après, le parallèle entre les trois franchises n'est pas forcément évident. Pokémon, ça a commencé par être un RPG avec des monstres à collectionner. Digimon, c'est une marque de Tamagotchi à la base. Monster Rancher, c'est un peu des deux. Il y a le côté RPG, mais pas le côté collection, et c'est très centré sur l'élevage de monstres, mais il y a aussi une partie baston. Même le parallèle entre les animés n'est pas très évident. Pokémon, en tout cas les premières saisons, c'est une hilarante parodie de shonen où le héros réussit par chance et opportunisme. Et surtout parce que sa stratégie consiste à convaincre ses Pokémon de faire le boulot pour lui. Digimon, c'est une série mi-épique, mi-lyrique, malgré l'humour ajouté par la VF, centrée sur la relation entre humains et monstres. Monster Rancher, c'est plus proche de Digimon par bien des aspects, en particulier le fait que ce soit sérieux, mais ça a en commun avec Pokémon le côté attraper les tous, ou plutôt recruter les tous. Sauf que s'il faut les recruter tous, c'est pas pour être le meilleur dresseur, c'est parce qu'une armée nombreuse est le seul moyen de battre le grand méchant. En un mot commençant, le pitch est exactement celui qu'on retrouvera dans Digimon Fusion des années plus tard. Héros arrive dans monde parallèle, héros apprend invasion du monde parallèle par grand méchant, héros lève armée contre grand méchant. Mais ça ne s'arrête pas là. Les similitudes avec Digimon Fusion sont nombreuses. Pas assez pour qu'on soit sûr que Digimon Fusion est inspiré de Monster Rancher, mais assez pour qu'on se pose la question. En tout cas, dans Monster Rancher, il y a déjà Dorulumon, Belzémon, Lilithmon, Axe Knightmon, Lord Bagra... Chouki, ils n'ont aucune idée de qui sont ces personnages dont tu parles, tu n'as pas voulu qu'on présente Digimon Fusion. Pas besoin de savoir de quoi je parle. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est que beaucoup de personnages de Monster Rancher se retrouvent à avoir un équivalent dans Digimon Fusion. Et pas seulement les personnages, il y a aussi des thèmes communs, une structure un peu similaire. Mais c'est probablement juste de la convergence. Sauf erreur de notre part, les deux séries n'ont pas d'auteur commun. Oui, bon. L'idée que Monster Rancher est inspiré de Digimon Fusion est totalement sortie de nos têtes, et il n'y a aucun élément concret qui pourrait permettre de la corroborer. Mais même si je n'ai rien pour étayer cette idée, j'aime à penser que le cheminement évolutif de Digimon l'a conduit à revenir vers Monster Rancher. Quand les trois franchises ont commencé, Digimon et Pokémon ont fait leur propre truc de leur côté, pendant que Monster Rancher tentait d'être un compromis entre à peu près tout. Ça me plaît l'idée qu'après avoir exploré ces thèmes pendant 5 séries, ou 4 selon comment on compte, on en arrive au compromis. Pour le fun, on va faire comme si c'était le cas, mais attention, prenez nos rapprochements avec autant de recul que possible. Quand on est plusieurs à vouloir raconter une histoire de héros qui recrutent des monstres pour combattre un monstre plus gros, même sans s'être concerté, c'est pas étonnant qu'il y ait des points communs. Monster Rancher, c'est donc l'histoire de Genki.
champion officiel de jeux vidéo par équipe, et accessoirement athlète doué pour la course en roller, qui, grâce à sa récente victoire au tournoi de Monster Rancher le jeu, reçoit le tout nouvel opus de la franchise en avant-première. Il met le jeu dans sa console et se retrouve projeté dans un univers parallèle où les monstres de Monster Rancher existent réellement. Bon, je dis le jeu Monster Rancher, en réalité, c'est Monster tout court dans la VF et Monster Farm en VO, ce qui correspond au titre original de Monster Rancher. Donc pour la simplicité, on va dire Monster Rancher. Le rapport entre ce monde parallèle et l'existence du jeu Monster Rancher dans le monde de Genki ne sera jamais expliqué. La question ne sera même pas posée. Mais une chose est sûre, ce n'est pas Lyoko. Genki y arrive comme il est parti du sien. Des objets personnels y sont projetés en même temps que lui et y resteront à la fin de la série quand il reviendra dans son monde. Et pour qu'on soit sûr que cette réalité parallèle est bien concrète, il reviendra avec des objets personnels ramassés au cours de ses aventures. On ne sait pas où est cette autre dimension et comment un jeu du monde de Genki peut en donner une image aussi fidèle, mais en tout cas, elle est bien réelle. Tellement réelle qu'elle n'a pas de nom. C'est peut-être à cause de la VF, mais c'est quand même plus logique comme ça. Jamais on n'aurait l'idée de donner un nom à sa propre réalité, surtout sans avoir conscience qu'il en existe d'autres. Pour les monstres et leurs concitoyens humains, c'est juste le monde, point barre. Vu que Genki est un garçon assez inconséquent et que sa vie quotidienne lui pesait avant que cet événement se produise, il prend la chose avec autant de désinvolture que s'il ne lui arrivait rien de plus grave que de jouer à un jeu vidéo ultra réaliste. Pendant les premiers épisodes, on se demande sincèrement s'il réalise que ce qui lui arrive est bien réel et que les monstres qu'il poursuit vont réellement le tuer s'il l'attrape. La réponse est oui, mais il n'en a juste rien à faire. Vivre son jeu vidéo en vrai l'intéresse davantage que la question de s'il reviendra un jour dans son monde. En dépit de toute sa désinvolture, il se pose tout de même la question de pourquoi il est là et les autres personnages avec lui. Il faut dire qu'il fait son entrée dans des circonstances assez marquantes. La dimension sans nom où il vient d'arriver, qui a pour principale caractéristique que les humains y cohabitent avec des monstres parlants, est en train de subir l'invasion d'un être particulièrement maléfique, Mo. Tout le monde suppose que c'est un monstre, mais puisque personne ne l'a jamais vu, ça pourrait aussi bien être un humain. Mais en tout cas, il est aussi particulièrement puissant puisqu'il a le pouvoir de changer la personnalité des monstres pour en faire des créatures assoiffées de violence et de conquête comme lui, et complètement dévouées à leur nouveau général. Rien ni personne ne semble lui résister. Cependant, selon des légendes de cet univers, une créature pourrait vaincre Mo, le phénix. De même puissance, il aurait non seulement le pouvoir de rendre leur personnalité aux monstres tombés sous l'influence de Mo, mais également celui de ramener à la vie les monstres tués par lui. Pas les humains, mais bon, rien que ces deux pouvoirs suffiraient à faire pencher la balance en la défaveur de Mo. Le fait que de mémoire d'homme il n'y ait jamais eu de phénix dans ce monde ne signifie rien quant à l'existence ou non du phénix. Avant de naître, les monstres sont enfermés dans des disques en pierre appelés pierres mystérieuses qu'il suffit de placer sur un hôtel prévu à cet effet pour avoir un monstre tout neuf et prêt à servir. Durant le prologue de notre histoire, nous avons suivi le parcours d'Oli, survivante d'un village massacré par les armées de Moho, qui parcourt le monde dans l'espoir de trouver la pierre mystérieuse qui contient le phénix, avec pour seule escorte son monstre de compagnie, Suezo, qui... Ok, arrêtez tout, on l'a trouvé, le pire design de monstre jamais inventé, c'est bon, c'est lui. Aucun Pokémon, aucun Digimon ne sera jamais à la hauteur de ça. C'est juste un œil. Un œil sur une jambe, qui se déplace en sautillant et utilise sa langue pour toutes les autres actions. Non, franchement, je te défie de trouver pire. Les designs des monstres de Monster Rancher ne sont pas forcément originaux. Ils rappellent très souvent les Digimon, certains font penser à des Pokémon, mais ce monstre-là, personne n'en avait eu l'idée avant, personne n'en aura plus jamais l'idée, et il y a une très bonne raison à ça. Tu auras tout le loisir de commenter le design de Suezo quand on le présentera. Restons pour l'instant sur la quête d'Oli pour dénicher la pierre mystérieuse qui contient le phénix. Elle a un médaillon hérité de son village qui lui indique où chercher. Et là, de pierre mystérieuse, elle en a trouvé une. Et elle en est sûre, c'est la bonne. Sauf que quand elle la place sur l'autel, en fait de phénix, c'est Genki qui apparaît. Donc Genki est le phénix de la légende? On n'en dira pas plus. Le scénario de cette série est relativement prévisible, mais ce n'est pas une raison pour raconter la fin, d'autant que les éléments qui permettraient de la deviner tout à fait ne sont donnés que très tard. Toujours est-il que Genki ne se laisse aucunement démonter par le fait d'avoir atterri dans un univers inconnu alors que sa maman l'attend pour dîner, et ni une ni deux, il propose à Oli et Suezo de les accompagner dans leur quête pour trouver le phénix. Il ne sera pas le seul à vouloir aider. Après son arrivée, d'autres monstres se joindront à leur équipe. Il y aura Moki, un monstre bébé, et 3 monstres adultes, Golem, Harry et... Lucas. Comme on a dit, la série est très prévisible. Les seuls trucs qu'on ne verra pas venir de loin seront ceux qu'on aura introduits qu'à la dernière minute. Et encore, on n'est pas sûr que ces trucs apparemment introduits à la dernière minute, ce ne soient pas des règles bien connues par les fans des jeux à qui la série était destinée à la base. Possible. Mais ce n'est pas très important parce que l'intérêt de la série ne réside pas tant dans sa capacité à surprendre que dans sa capacité à faire vivre l'univers à travers ses paysages et ses personnages.
C'est aussi pour ça que c'est intéressant de remarquer ce qui a été amélioré dans Digimon Fusion par rapport à la version d'origine. Comme le fait que l'équivalent du type aux 1000 pattes qu'on rencontre au début de Monster Rancher soit un personnage récurrent dans Digimon Fusion, ou le fait qu'au lieu de parcourir le monde avec une équipe à la recherche du monstre assez balèze pour battre le grand méchant, le héros lève carrément une armée dans le but d'aller le tataner lui-même. Comme l'essentiel de la série, c'est surtout son univers plus que son histoire, et qu'un univers, il faut quand même prendre le temps de l'installer, les premiers épisodes sont chiants. Mais tout change à partir de l'entrée en scène de... Lucas. En fait, à partir du moment où le grand méchant commence à prendre corps, grâce au flashback de Lucas, qui raconte comment son frère a été enlevé par Moho. Plus le méchant sera mis en avant dans les épisodes, plus ceux-ci seront intéressants à suivre. Ce n'est pas exactement ça. Au bout d'un moment, la série sera divisée en deux intrigues. L'intrigue de Moho, qui cherche à acquérir une forme plus puissante, et l'intrigue de la bande de Genki, qui cherche le phénix. Le fil rouge de Moho avance lentement, mais au moins il avance. Le fil rouge du phénix n'avance jamais, et l'intrigue de Genki est structurée façon la rencontre du jour. Dans le cadre de leur recherche, nos héros rencontrent un personnage ou découvrent un lieu dévasté par Moho, ou luttant sans succès contre son invasion. À la fin de l'épisode, la situation de ce personnage ou de ce lieu aura changé. Pas forcément de manière complètement satisfaisante, et pas forcément grâce aux héros. Parfois, ceux-ci se seront même contentés d'être là pour qu'on assiste à l'événement. Quoi qu'il en soit, ces rencontres du jour donnent l'occasion d'histoires indépendantes. Il y en a des bonnes, il y en a des très bonnes, il y en a des un peu bizarres, des un peu chiantes, mais aucun vrai mauvais épisode. Du moins, tant qu'on considère pas Superstition de Code Lyoko comme un mauvais épisode. Assez tard dans la série, il y a tout un épisode sur une dispute un peu conne entre les protagonistes. La partie sitcom y est complètement idiote, mais le côté action est génial. Du coup, déterminer si l'épisode est bon ou mauvais n'est pas forcément facile. Quoi qu'il en soit, ceux qu'on considérera comme mauvais ne seront mauvais que de cette façon-là. Et parmi les bons, il y aura des épisodes qui font pleurer à chaudes larmes, même si le monstre auquel l'histoire arrive a une gueule vraiment très bizarre, et même si les personnages ne pleurent pas forcément des mêmes choses que nous. Parfois, les histoires ne se contentent pas d'être émouvantes. On se retrouve même avec une mise en scène de l'allégorie de la caverne de Platon, avec des robots dans le rôle des esclaves. Non, ces histoires peuvent être vraiment très bonnes. Simplement, pour s'y intéresser, il faut être entré dans l'univers et s'être attaché à ces personnages. Et ça, on y arrive grâce à... Lucas. Je crois que tu as très envie de parler de Lucas. Non, parlons de Genki, c'est lui le héros. Enfin, il paraît parce qu'à force d'avoir des personnages comme Lucas à côté de lui qui puent la classe, il devient presque anecdotique dans sa propre série. Comme nous avons dit, il est un peu inconséquent. En tout cas, il est très intrépide, malgré le fait d'avoir conscience qu'il n'est pas dans un jeu vidéo, mais dans une vraie réalité parallèle. En dépit de cette désinvolture, il a assez de sens des responsabilités pour se soucier de la sécurité du bébé monstre qu'il a ramassé en chemin. Il est plein d'empathie et a bon caractère, il n'hésite pas à faire le pitre pour distraire ses amis, et sera toujours prêt à aider ceux qui sont dans le besoin. Globalement, il est tout de même moins sympathique que Mikey, son équivalent de Digimon Fusion. En tout cas, il n'est pas aussi maladivement altruiste. Son principal trait de caractère, c'est surtout d'être épicurien, et c'est grâce à ça qu'il s'adapte si facilement au fait d'être projeté dans une dimension parallèle et poursuivi par des dinosaures ou des bonhommes Angelo. Dans la vie, faut pas s'en faire, et lui, il s'en fait pas. À part ça, il est assez générique. Dans un jeu vidéo, on se dirait que c'est normal que le personnage jouable ait un caractère assez peu défini, pour que le joueur puisse se projeter dedans. Mais là, on est dans un dessin animé. Bah, c'est justement ça le plus bizarre. On a beau être dans un dessin animé, ça emprunte énormément à l'esthétique du jeu vidéo. Déjà, les musiques. Elles ont beau être magnifiques, c'est plus des musiques de jeux vidéo que de séries animées à mon sens. Et la façon dont Genki se bat en sautant sur ses adversaires grâce à ses rollers, ça a tellement peu de sens dans le contexte, ça n'en prend que si on considère qu'il est dans un jeu vidéo. Techniquement, il est bien dans un jeu vidéo, dans l'univers du jeu vidéo dont il est devenu champion. Il en garde une connaissance encyclopédique sur les compétences et caractéristiques des monstres qu'il rencontre. En effet, mais c'est très peu utilisé. À tel point que quand c'est utilisé, on met un moment à comprendre pourquoi Genki est si persuadé de certaines choses qu'il n'a a priori aucune raison de penser. C'est aussi pour ça que ça aurait été bien de déterminer quel rapport la dimension des monstres entretient avec le monde de Genki et avec le jeu vidéo qui y est vendu. En tout cas, la façon dont Genki arrive à battre des monstres juste avec des rollers n'est pas très crédible. La série ne prend jamais la peine de nous dire que c'est son super pouvoir de personnage jouable, et c'est dommage. Même si la série ne prend jamais la peine de nous le dire, on peut quand même supposer que c'est ça le truc. Il vient d'une autre dimension, donc il a le pouvoir de transformer ses rollers en armes mortelles. Il n'y a pas grand chose dans la série qui contredise cette hypothèse. En soi, sa personnalité et ses compétences en feraient un personnage principal tout à fait satisfaisant s'il n'était pas entouré de personnages hauts en couleur qui crèvent tellement l'écran que Genki devient limite dispensable dans sa propre série, façon Tidus de Final Fantasy X. Des personnages hauts en couleur comme... Lucas. Comme Moki, le nouveau-né. Sa naissance est un peu particulière. Quand Holly a activé ce qu'elle croyait être la pierre mystérieuse du Phénix, c'est Genki qui est apparu, avec une bonne partie de ses affaires de l'autre monde, dont ses rollers, sa console, et le disque du jeu Monster Rancher.
Apprenant que la pierre mystérieuse n'a fait apparaître que lui, Janky a l'idée saugrenue de recommencer le rituel, mais cette fois en utilisant le CD de Monster Rancher en guise de pierre mystérieuse dans l'espoir de faire apparaître le phénix. Aussi bizarre que ça paraisse, ça donne quelque chose, et ce quelque chose c'est Moki. Donc, Moki est le phénix de la légende. Arrête avec ça. Donc le rituel avec le CD fait apparaître Moki, appelé comme ça à cause de sa ressemblance avec la pâtisserie du même nom. Oui, ouvrez vos chakras et vous verrez que c'est bien à ça qu'il ressemble. Bon, il ressemble surtout à un canard. D'ailleurs, quand il ne parle pas, il émet des borborigmes façon Donald. Si on peut plus plaisanter avec... Apparemment, en japonais, au lieu de ses borborigmes, il dit des bouts de son nom façon Pokémon. Il vient au monde avec la parole, mais il a tout de même la personnalité d'un petit enfant, façon Guilmon dans Digimon Tamers. Comme c'est Janky qui l'a fait naître, il le prend sous son aile, et du coup, il y a une dynamique de Digimon à Digisauveur entre lui et Moki. Mais comme c'est pas le sujet de la série, c'est discret. Moki est l'archétype de l'enfant. Innocent, idéaliste, naïf et plein d'espoir, il a toutes les qualités et tous les défauts qu'on en attend, et joue parfaitement le rôle qu'on attend qu'un enfant joue dans ce type de scénario. De fait, à l'instar de Guilmon, il est le personnage qui va le plus évoluer au cours de la série, gagnant en puissance, en maturité et en autonomie par rapport à son Digisauveur. Tout aussi idéaliste et naïf, mais beaucoup moins innocent, il y a Golem. Golem est un gentil géant, a priori tout puissant, au point qu'il a fallu lui donner la phobie de l'eau pour qu'il soit pas trop cheaté. Mais en fait terrifié par sa propre force. Non sans raison, car quand il perd son calme, il fait des ravages. Son introduction dans la série permet de montrer pour la première fois aux spectateurs que quand les monstres meurent, ils redeviennent des pierres, mais inertes. Plus moyen de faire apparaître un monstre à partir d'elles. Nos amis le rencontrent alors qu'il veille avec dévotion sur un cimetière de monstres dont on découvre petit à petit que... Bon, deux possibilités. 1. Il s'agit d'une armée qu'il a tuée lui-même lors d'une précédente bataille. Étant de base très respectueux de la vie, il en est rongé de culpabilité et a décidé de devenir non-violent. 2. Il n'a pas créé ce cimetière lui-même, mais a beaucoup contribué à l'agrandir en le défendant contre les vagues d'envahisseurs successives sans maîtriser sa force même s'il est non-violent. Ce qui entretient un sentiment de culpabilité qui le motive à continuer de veiller sur ce cimetière. Dans les deux cas, c'est très beau dit comme ça, mais comme vous le voyez, l'épisode est loin d'être explicite. Les informations sont distillées au fil de dialogues très poétiques mais pas forcément très compréhensibles, et il faut combler les blancs soi-même pour comprendre la situation. Ce ne sera pas le seul épisode dans ce cas. En fait, ceux centrés sur Golem sont plus poétiques que logiques. L'idée de fond est toujours super mignonne. Dommage que le manque de logique fasse décrocher. Mais Golem n'en est pas moins un personnage touchant. D'autant qu'à partir du moment où il admet qu'il y aura beaucoup moins de guerre si le Phénix parvient à vaincre Mo, il est plus ou moins contraint au fil de la série de renoncer à sa non-violence pour défendre ses amis. Mais il apprend à se servir de sa force sans blesser autrui. C'est discret, mais c'est là. Quasiment jamais personne ne meurt sous les coups de Golem à partir du moment où il rejoint l'équipe. Il entrave la course de l'ennemi et fait rempart de son corps pour protéger Oli. Il projette l'ennemi au loin, mais tué, il se débrouille pour le faire le moins possible, en laissant le soin à l'autre badass du groupe, Lucas. Allez, te retiens pas plus longtemps, parle-nous de Lucas. Bah, c'est un loup, bleu, et il a le meilleur thème musical de la série. Qui se casse la gueule quand Lucas se couvre de ridicule. Lucas n'est jamais ridicule. Bon, blague à part, c'est quand même le meilleur thème musical. Tellement meilleur qu'il doit être celui qui a le plus de variantes. Si tu l'aimes tant, c'est quand même pas juste à cause de son thème musical. Non, si je l'aime tant, c'est parce que c'est... Lucas. On l'a perdu. Lucas est le chef d'une meute de loups parlants qui détrousse les voyageurs pour survivre et se soucie assez peu des batailles qui secouent le monde. En apparence du moins. La vérité c'est qu'ils ont déjà eu à affronter Mo et ont perdu. Lucas a vu son frère se faire enlever sous ses yeux et ne s'en est jamais remis. Pour se résoudre à rejoindre la bande à Janky dans sa quête du Phénix, il faut qu'il surmonte à la fois son traumatisme et sa réticence à s'attacher à autrui et à écouter ses sentiments. Les épisodes sur Lucas sont les meilleurs. Et si je n'avais pas regardé la série avec Pesme et Al, je me serais autorisée à pleurer à chaudes larmes à la fin de la plupart d'entre eux. Malgré le fait que, comme beaucoup de choses dans cette série, ils sont parfois un peu gratuits, un peu rapides, et que les aspects tragiques sont un peu gâchés par le fait que des situations similaires se sont terminées de manière beaucoup plus heureuse dans d'autres épisodes. C'est parfois les recettes les plus simples qui marchent le mieux. Le beau ténébreux badass, c'est indémodable. Ce serait bien qu'ils se contentent d'être un beau ténébreux badass. Des fois, les animateurs ont eu l'idée incongrue de le faire sourire, et c'est vraiment flippant. Pitié, ne le faites pas sourire, il en a pas besoin, c'est... Lucas. Franchement, heureusement que t'es là pour répéter son nom à tout va parce que la VF ne le dit pas tellement. Ni son nom, ni celui du lapin, Harry. Sur Harry, il y a assez peu à dire.
C'est un mix entre Nami et Manic. Très vénal et habitué à gagner de l'argent au moyen d'arnaques, il est le moins susceptible de s'engager dans une cause pour sauver le monde, et du coup son initiative de rejoindre les héros est sans doute la plus méritoire. Oh, bien sûr qu'il le fait en se prétendant à lui-même et à nous par la même occasion, que s'il le fait c'est parce qu'il espère trouver des occasions de s'enrichir en chemin, mais franchement, qui y croit ici? Comme de juste, il se retrouve à être le comptable de l'équipe, responsable du budget. Notons-le parce que c'est rare qu'une fiction admette que ça coûte cher l'aventure, et qu'il faut trouver des occasions de gagner de l'argent en chemin. Il est aussi le stratège en chef du groupe. Mais même si les scénaristes ont l'air de penser qu'il est le plus intelligent de la bande, aucun des autres personnages n'a vraiment l'air plus bête que lui. Les ruses qui marchent sur eux marchent sur lui aussi, et ils sont capables de ruser même sans lui. Le résultat, c'est qu'on a l'impression que les autres le laissent faire la stratégie par flemme de s'en occuper eux-mêmes. Au final, il y a surtout deux choses marquantes au sujet d'Harry. Sa bromance tumultueuse et passionnée avec Lucas. C'est toi que je vais manger. Essaye. Oh ça va, il le fait que 2 ou 3 fois dans toute la série. 4 putain de fois. Parlons un peu d'Oli pour oublier ça. Pas Suezo? Suezo, c'est particulier, on le garde pour la fin. Oli donc. J'ai passé la moitié du visionnage à me plaindre d'elle et à dire que c'est la fille qui sert à rien. Et c'est complètement faux. C'est juste une mystification de la série. Oli joue le rôle de la demoiselle en détresse en ce sens qu'elle est le personnage qui a le problème et qui va susciter la sympathie du spectateur pour que celui-ci se soucie du problème. Elle remplit ce rôle efficacement, d'une part en étant un personnage attachant et sympathique, d'autre part en ayant assez d'empathie pour le monde auquel elle appartient pour que le problème de n'importe qui soit son problème à elle aussi. Je dis souvent que si la menace fantôme ne marche pas, c'est pas parce qu'il parle de taxation des routes commerciales, mais parce qu'il en parle mal. Pour moi, ça tient à une chose simple. La nécessité de préserver le twist final à propos de Padmé a empêché le public d'avoir de l'empathie pour le personnage d'Amidala. Or, c'était par elle que le spectateur pouvait entrer dans cette histoire, tout comme il entrait dans celle de la rébellion par le biais de Leia. L'exemple d'Oli tend à démontrer que j'ai raison. Essaye d'imaginer Monster Rancher sans Oli. On n'aurait plus qu'un monde inconnu dont on ne sait au final pas grand-chose, des personnages intéressants certes, mais à qui il manque le liant, le je ne sais quoi qui les maintient unis malgré les épreuves et en lequel on peut croire. Oli est le personnage attachant qui fait que les autres personnages et le spectateur sont unis dans leur attachement pour elle et accordent à sa cause autant d'importance qu'elle lui en accorde. Mais elle ne sert qu'à ça. C'est pas un problème, elle remplit bien ce rôle. Ce qui est un problème, c'est qu'il n'y a aucune raison esthétique ou scénaristique au fait qu'elle ne serve qu'à ça. Sauf si Genki a une super force due au fait de venir d'un autre monde, ce qui n'est pas dit, elle ne peut pas être beaucoup plus faible que lui. Elle propose plusieurs fois de se battre, elle le fait même une fois. Si elle ne participe pas plus à l'action, ce n'est ni parce qu'elle ne veut pas, ni parce qu'elle ne sait pas faire, en tout cas pas complètement, c'est surtout parce que ses amis et le plus grand des hasards l'obligent à rester en retrait. C'est très frustrant. Ce serait pire si tout le monde la traitait comme un personnage badass alors que tout ce qu'elle fait dans le cadre est nul, nunuche et ridicule. Je sais, j'ai vu Full Metal Panic. Dans l'ensemble, Oli est un personnage qui marche. Autant que devrait marcher Amidala dans La Menace Fantôme. D'ailleurs, si on reste dans notre délire comme quoi Monster Rancher a inspiré Digimon Fusion, Mikey a davantage le caractère d'Oli que celui de Genki. Et maintenant, on passe à Suezo? Ah, Suezo. Parlons-en de Suezo. Ça devrait être le mal-aimé numéro 11. Non content de lui attribuer le pire design jamais inventé pour un monstre, on a trouvé très rigolo de le faire traiter injustement par tout le groupe. Non seulement on l'exclut des jeux et des chansons, mais en plus on l'accuse d'être peu compétent et peu combatif. De qui se moque-t-on? Il se bat courageusement et efficacement depuis le début de la série, il a protégé Oli à lui tout seul avant que Genki n'arrive, il a des sens hyper développés, il est plus raisonnable que la plupart des autres. Ok, il a le design le plus moche qu'on ait jamais inventé pour un monstre, Digimon et Pokémon compris. Ok, il a la voix de Bob l'éponge en prime. Mais ce n'est pas une excuse pour se moquer de lui tout le temps. En même temps, avoir la voix de Bob l'éponge dans cette série, c'est pas très significatif. Beaucoup de personnages secondaires et de figurants ont la voix de Bob l'éponge et ceux qui ne l'ont pas ont celle de Jacob dans Wunschpunch. Bon, j'exagère, mais c'est une de ces VF là. N'empêche, Suezo n'a sans doute pas une personnalité aussi fascinante que les autres membres du groupe, mais il n'a sûrement pas celle qui lui vaudrait de mériter le traitement qu'il subit. Il appartient à une espèce de monstre doté de pouvoirs psychiques dont lui-même n'arrive pas à se servir, et au lieu de relever les efforts qu'il fait pour être utile quand même, ou ceux qu'il fait pour dépasser son handicap, tout ce que ses amis relèvent, c'est qu'il est handicapé. Ils sont pourtant ravis de bénéficier de ses super sens quand ils ont besoin d'une vigie, c'est-à-dire quasiment tout le temps.
mais il y en a pas un pour se rappeler qu'il faut le rattraper après l'avoir lancé en l'air. Et quand il tombe amoureux, bien sûr, son crush triche contre lui au pouilleux. Oh ça c'est pas très représentatif du traitement de Suezo. Aucun sentiment amoureux n'est réciproque dans cette série. Je conteste. Lucas et Harry filent le parfait amour. Je vais te manger. Allez, vas-y, essaye. Je râlerais bien contre la vérité fausse numéro 2, mais bon, ok, ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre est réciproque. Ce qui fait d'eux le seul couple uni de la série. Eh bien, au risque de te surprendre, je ne vais pas m'en plaindre. Ce n'est vraiment dommage que pour Suezo. Si les autres personnages qui tombent amoureux au cours de la série voyaient leurs sentiments être partagés, ce serait dérangeant. Tu t'en es toujours pas remise, hein. Bah, si Genki était adulte, la sous-intrigue de Pixie serait parfaite. Une servante du mal qui découvre la compassion et se rebelle contre son maître parce qu'elle tombe amoureuse du héros et de tout ce qu'il représente, c'est magnifique, c'est émouvant. Mais ça le fait déjà plus trop si la servante du mal en question est une opulente créature en maillot de bain et que le héros en question n'a qu'une dizaine d'années. Là, c'est moi qui conteste. Pixie explique dans un épisode que les monstres ont une longévité bien plus courte que les humains. C'est même pour ça qu'elle leur en veut. Pour ce qu'on en sait, elle a peut-être l'âge de Genki. À l'échelle de son espèce, c'est une femme adulte et sexuellement mature. Et franchement, ses sentiments pour Genki sont très beaux et très bien mis en scène. Son conflit intérieur avant qu'elle se range aux côtés des gentils est très émouvant. Et la façon dont elle a du mal à communiquer avec ses nouveaux amis une fois dans le bon camp parce qu'elle est trop consciente du mal qu'il y a en elle, c'est raconté de la bonne façon. N'exagérons rien. C'est très bien raconté, mais ce n'est pas non plus un pan du scénario qui est exempt de défauts. Déjà, à l'instar de Belzémon, qui jouera son rôle dans Digimon Fusion, Pixie n'a aucune bonne raison de ne pas voyager avec le groupe de Genki, une fois qu'elle a décidé de partir à la recherche du phénix comme eux. C'est pas tout à fait vrai. Tardivement, elle laisse entendre qu'il vaut mieux plusieurs groupes qui cherchent le phénix séparément plutôt qu'un seul. Ok, mais d'une part, ça aurait été mieux qu'elle dise ça dès le début. D'autre part, c'est un peu bidon, vu que le seul moyen de trouver le phénix, tout le monde en est persuadé dès le début, c'est de suivre le jeu de piste lancé par le médaillon d'Oli. Il les balade quand même sacrément, ce médaillon. C'est normal qu'un ou deux personnages de la série se disent que le suivre n'est pas forcément une bonne idée. Mais ça non plus, Pixie ne le dit pas. Elle ne donne pas non plus la vraie raison, qui est qu'elle est trop complexée d'être une ancienne vilaine pour voyager aux côtés de son bien-aimé. Elle part de son côté et ce n'est pas questionné. Le problème, ce n'est pas qu'elle parte de son côté, c'est que ce ne soit pas questionné. Les personnages de fiction ont le droit de prendre les mauvaises décisions, mais il faut que la mise en scène les présente comme telles ou les justifie. Ok, mais le cas Pixie est quand même moins pire que le cas Belzémon dans Digimon Fusion, qui, si notre théorie de l'inspiration est juste, est son équivalent. Mais ça, on l'a déjà dit. On pourrait croire que Digimon Fusion améliorerait un peu les éléments qu'elle reprend de Monster Rancher, mais Belzémon n'a même pas les excuses de Pixie, vu qu'il voyage effectivement avec le groupe mais en se cachant. Et en prenant la peine d'annoncer chacune de ses entrées en scène de manière classe avec des plumes noires qui tombent pour signaler sa présence, même quand il vient juste pour dire « Ok Mikey, j'ai racheté du café ». Par contre, Belzémon, il est tout seul, ce qui évite un deuxième écueil du cas Pixie qui est son sidekick. Ce sidekick, on ne sait rien de lui. Et pourtant, il a l'air si sage et si dévoué qu'on mourrait d'envie de savoir quelle est son histoire à lui et pourquoi il est si attaché à Pixie. Mais on n'en saura jamais rien. Peut-être, mais quelque part, c'est ça qui fait de Monster Rancher une série qui vaut la peine d'être connue, malgré le fait d'être le troisième ersatz d'un genre déjà bien représenté par deux autres franchises. Les choses n'y sont pas parfaites, mais elles fonctionnent. Le personnage de Pixie, son amour pour Genki, sa rédemption et sa relation avec son golem de glace sont touchantes, en dépit de toutes les approximations qu'il y a dans leur mise en scène. Et c'est quelque chose qu'on peut dire d'à peu près toutes les choses imparfaites de la série. Tout a des côtés brouillons. L'intrigue de Lucas n'est pas totalement bien gérée. Mais elle fait quand même affreusement pleurer. L'épisode tragique sur le chien géant est un peu gâché par le fait que le design du chien soit incroyablement ridicule. Mais il fait quand même affreusement pleurer. Monster Rancher trouve l'équilibre pour que ses défauts n'empêchent jamais de profiter de ses qualités. Bref, l'amour de Pixie pour Genki est quelque chose d'émouvant. Il faut faire un effort constant pour oublier que l'objet de cet amour est un petit garçon de 10 ans. Il vient d'un autre monde, ce n'est pas vraiment un être ordinaire, ces 10 ans ne doivent pas compter. Ouais, passons. De toute façon, il n'y a aucune chance que ça se concrétise. Genki les préfère plus mâles, plus musclés et plus la quarantaine bien tassée. Bah quoi, c'est pas la première fois qu'on regarde une histoire où le héros enfant est amoureux de quelqu'un de plus âgé, non? J'ai jamais été spécialement féru de ce type d'amour sans espoir, et de toute façon, Wendy et Vanessa ont au bas mot 4 à 5 ans de différence avec Dipper et Ferb. Genki, son beau capitaine, c'est carrément 30 ans qu'ils ont d'écart. Et là, je peux pas dire comme pour Pixie que ses sentiments sont beaux et bien mis en scène. Non, la mise en scène insiste avant tout sur combien ce capitaine est sexy sans son t-shirt. Mais alors là, elle insiste vraiment, au point qu'elle ferait passer Batman et Robin pour un film prude et Batman v Superman pour un film subtil. À ce stade, c'est même plus le fait que Genki craque pour quelqu'un de vieux le problème. C'est qu'il craque de manière aussi nanardesque.
c'est quand même infiniment moins malsain que ce soit Genki qui fantasme sur Jim que le contraire. Et puis bon, mettons ça sur le compte de la différence de culture. Comme beaucoup d'animés japonais, Monster Rancher comporte parfois des répliques qui ne posent sans doute aucun problème au Japon, mais qui en France ont plus de mal à passer. Regarde ma jolie, cette magnifique marmite traitée anti-rouille. Elle est d'un entretien facile et tu feras d'excellents petits plats. Oui, regarde-la bien et dis-moi si elle te plaît. Dans Monster Rancher, faut reconnaître que c'est assez peu fréquent. Disons qu'il y a souvent des choses absurdes ou incongrues, mais elles sont explicables par le fait qu'on est dans un univers déjanté avec des monstres en forme de gros œils jaunes, plus que par le fait que c'est une série japonaise. Tout ça pour dire que les amours contrariés de Suezo, c'est peut-être pas ce qu'il y a de pire dans cette série. Bref, les personnages, c'est la principale raison qui fera qu'on a envie de regarder les épisodes. On vous a évoqué les héros, mais parlons un peu du méchant. Alors ça oui, parlons du méchant. Ne parlons que de ça, parce que comme dit Ferb... Un héros est un héros, mais tout le monde aime les vrais méchants. Si Mo était la seule raison qui justifie que cette série existe, il suffirait à lui tout seul. Mo est grand, Mo est puissant, Mo est sans scrupules et il a l'intention de remodeler le monde à son image, mais surtout, Mo est terrible parce qu'il a le pouvoir d'altérer la personnalité des autres monstres de manière à en faire des adeptes de sa philosophie. Sa philosophie. La série n'étant pas très cérébrale, elle n'est pas très développée. Mais si on prend le témoignage de Pixie comme assez représentatif de la propagande que Mo fait à ses sbires, en gros, c'est de considérer que les monstres de Mo doivent asservir le reste du monde, et en particulier les humains, déjà parce qu'ils ont toujours utilisé les monstres pour les servir, et c'est pas juste, ensuite parce qu'ils vivent plus longtemps, et c'est pas juste. Ça a l'air un peu naïf formulé comme ça, mais Mo et le reste des monstres de cet univers ont une origin story qui justifie qu'ils considèrent les humains comme des odieux dominateurs qu'il faut écraser. Encore une fois, aucune révélation n'est surprenante dans cette série, mais on va quand même éviter de vous raconter trop en détail l'origin story en question. Toujours est-il que ce pan du scénario est efficace. La motivation des monstres de Moho, même sans être développée plus que ça, est crédible et permet à la situation de fonctionner, ainsi qu'à toutes les situations découlant du fait que d'anciens gentils monstres ont vu leur personnalité altérée et sont devenus méchants. Aucune révélation n'est surprenante, mais il y a tout de même deux choses sur Moho auxquelles on ne s'attendait pas, qui n'étaient pas indispensables, mais que les scénaristes se sont payés le luxe de mettre là, et c'est génial. D'abord, ce n'est pas un méchant très méchant qui maltraite ses sbires. Bon, pas de malentendu, c'est quand même un incroyable salaud qui écrase ses ennemis. C'est pas bien. Mais il est extraordinairement soucieux et respectueux de ses hommes pour un génie du mal. Jamais il n'en tue un pour montrer aux autres qui n'ont pas intérêt à le décevoir, comme ferait un bête Dark Vador. Et de fait, il faut attendre la fin de la série pour rencontrer un grand vizir Isnogoud qui envisage de le tuer pour devenir calife à la place du calife. Et ce grand vizir Isnogoud a beau être un personnage super classe, aux commandes d'un avion super classe et archi miyazakien, on sait qu'il va se casser le nez. Parce que le calife, c'est Mo, tu peux pas tester. Son autorité est tellement incontestable qu'il n'a même pas besoin de martyriser ses sbires pour l'asseoir. La loyauté que ses serviteurs lui témoignent n'est pas mal placée. Ok, c'est bien beau tout ça, mais tu avais parlé de deux choses, et là tu ne parles que du fait qu'il a de l'autorité sans maltraiter ses hommes. C'est quoi le deuxième truc ? Le deuxième truc, c'est qu'il a beau être un tyran sans foi ni loi qui n'a pas peur d'écraser tous ceux qui ne sont pas de son camp, il pourrait être pire. S'il est trop enivré par son pouvoir, il a un mode berserk dans lequel il devient un fou furieux incontrôlable, dangereux même pour ses hommes. L'enjeu de la série n'est donc pas seulement de le vaincre, mais de le vaincre avant qu'il ait assez de pouvoir pour devenir fou. C'est pas un spoiler, c'est dit dans son origin story. C'est discret, on prend pas forcément conscience avant la fin de la série que c'est un point important, mais c'est dit. Voilà pour le grand méchant et l'enjeu de la série. On ne vous en dira pas plus sur le contenu. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de grosses surprises dans ce scénario, mais ce serait dommage de ne pas vous laisser le découvrir vous-même. Parlons plutôt de VF. Il faut le noter parce que ce n'est pas si courant pour les séries de cette époque, la version française est directement traduite de la VO, et pas de la version américaine. C'est pourquoi, contrairement à ce qui s'est passé pour Digimon, nous avons eu l'occasion de constater ce que ça donnait, une BO japonaise de cette époque sur une VF. Sur le moment, ça nous a pas mal déstabilisé. Comme on a dit, les musiques sont chouettes, mais c'est clairement conçu pour être des musiques de jeux vidéo, même si ce ne sont pas les musiques du jeu vidéo. Et c'est perturbant. En outre, ça consiste parfois à réutiliser le même thème avec différentes variantes pendant tout l'épisode. En particulier le thème de Luca. Ce qui n'est pas pour déplaire à Chucky, ni à moi, mais reste un peu surprenant sur le moment. Mais le fait est qu'après le visionnage, on est plutôt content d'avoir fait cette expérience. Il y a une version américaine de la série avec des musiques beaucoup plus banales, pas inefficaces dans leur style, mais du coup nettement moins remarquable. Nous avons eu l'occasion de dire que nous aimions bien la VF de Digimon, son humour ajouté et sa gestion plus appropriée à notre sens des musiques, malgré tout ce que ça peut avoir de peu déontologique de changer l'état d'esprit et le sens esthétique d'une œuvre comme ça. Mais même si la bande-son originale de Monster Rancher est un peu déroutante, le peu que nous avons vu de la version américaine ne nous fait pas le même effet que pour Digimon, elle nous fait plutôt le même effet que pour Sonic X. Alors on ne peut pas vous garantir que c'est pas dû au fait que pour Monster Rancher, comme pour Sonic X d'ailleurs, nous avons entendu les musiques japonaises en premier, mais à tout casser, nous ne sommes pas mécontents d'avoir entendu ces musiques un peu atypiques. Pour continuer sur les musiques, j'aimerais parler du cas particulier du générique.
Plus exactement, du générique sur les DVD. Bon, au cas où vous vous poseriez la question, et je suis sûre que vous vous la posez, le générique américain est aussi pourri que celui de Digimon, si ce n'est plus. En français, vu qu'on a gardé la bande-son de la VO, on aurait pu s'attendre à une francisation à la Hikaru no Go du générique japonais. Mais ce n'est pas ce qu'il y a sur le DVD. Ce qu'il y a sur les DVD, c'est la version japonaise, mais sans la voix. Et sans les écritures! Je n'ai jamais vu ça! Je ne sais pas si ça a été réédité depuis et si le traitement du générique est le même sur les nouvelles éditions, mais rien que pour ça, cette version-là est collector. Parlons enfin de la fin. De la fin de la saison 1 pour être précis. Parce qu'il s'agit d'une fin conclusive qui fait de la saison 2 une suite après fin fermée. Cette suite après fin fermée, nous ne l'avons pas vue. Ok, c'est une énorme entorse à nos principes qui est de regarder la totalité d'une série avant de nous faire un avis dessus. Mais vraiment, la fin de la saison 1 est particulièrement conclusive, il n'était pas possible que quoi que ce soit de bien découle de la saison 2, elle n'est même pas sur les DVD, et on s'était déjà tapé le dernier arc de Digimon Fusion, les saisons 2 et 3 des animaux du bois de Katsu, et... Désolé, on n'a vraiment pas pu trouver la force. Mais comme nous n'avons pas l'intention de ne vous laisser aucune information sur cette saison 2, nous avons demandé à l'ami qui nous a prêté les DVD de venir nous donner son avis dessus. Est-ce que la camisole est vraiment nécessaire? On préfère, juste pour être sûr que tu resteras calme. Mais je suis calme! La saison 2 de Monster Rancher est une mauvaise saison pour les mêmes raisons que la saison Évolution de la série dont on ne doit pas prononcer le nom. Tout d'abord, elle détruit complètement la fin de la saison. Pour m'expliquer, je suis obligé de spoiler. Mais rassurez-vous, je vais le faire uniquement sur les éléments prévisibles du scénario. Donc, à la fin de la saison 1, Genki retourne dans son monde après avoir retrouvé le phénix, Mo est vaincu à jamais et tous les méchants monstres redeviennent gentils. Mo est vaincu à jamais et tous les méchants monstres redeviennent gentils. Et dans le début de la saison 2, Genki est projeté de nouveau dans le monde de Gaïa, oui, parce que maintenant le monde du jeu vidéo a un nom, où il découvre que les méchants monstres n'ont pas tous disparu et continuent de semer la terreur. Pire que tout, Mo, que l'on croyait vaincu à jamais, s'est transformée en une pierre mystérieuse. Pierre que Holly a retrouvée, ce qui fait d'elle la cible des méchants monstres. Le but de Genki et de son groupe est donc de trouver un moyen de détruire cette pierre pour de bon. Pour cela, ils doivent participer à un tournoi de combat de monstres qui leur permettra de gagner un artefact magique capable de les aider dans leur quête. Vous le sentez, le synopsis bien pourri, écrit uniquement parce qu'on avait besoin de faire une saison 2 ? Ensuite, la saison enchaîne 2 concerts, les caméos ainsi que les successions des idées foireuses numéro 5 et numéro 12. On assiste également à une infantilisation de la série. Exemple concret, durant toute la saison 2, il n'y aura plus de mort de monstres à l'écran. Et tous ceux qui potentiellement auraient pu mourir ressusciteront à la fin. Ah, la fin. Parlons-en de la fin. Une fin mièvre à souhait, digne des bisounours où le grand méchant s'en va planter des carottes au fin fond de la montagne, et qui tranche totalement avec la fin douce amère, beaucoup plus mature de la saison 1. Une horreur. Je ne reconnaîtrai qu'une seule et unique qualité à cette saison 2, c'est le personnage de Most. Most est le champion du tournoi de monstres. Il est classe, il est badass, et la seule et unique chose qui l'empêche de détrôner Lucas pour le titre de monstre le plus classe de la série est qu'il n'a pas son thème musical propre. Enfin, ajoutons à cela que Most est de la même race que Moki. Oui, imaginez Moki avec la classe et la badassitude de Lucas. Impossible ? Et pourtant non. Le personnage de Most et la relation rival-mentor qu'il entretient avec Moki auraient parfaitement eu sa place dans la saison 1. Et nous ne pouvons que regretter que ce ne soit pas le cas. C'est une suite après fin fermée, quoi. Loin de moi l'idée de me faire l'avocat du diable, en tout cas des suites après fin fermée, mais toute scandaleuse que puisse être l'existence de cette saison 2, elle n'est pas difficile à comprendre. La fin de la saison 1 est très bonne d'un point de vue scénaristique, mais comme beaucoup de choses dans Monster Rancher, elle n'est pas parfaite du point de vue de la mise en scène. Elle est évacuée en 2 épisodes alors qu'il lui en faudrait 5, les éléments scénaristiques qui lui permettent d'être ne sont introduits qu'à l'avant-dernier épisode et complètement à l'arrache, et certaines questions sont laissées sans réponse, ou s'il y a des réponses, elles sont trop sous-entendues pour satisfaire. Je l'ai déjà laissé entendre à l'occasion de la vidéo sur Spider-Man, mais en dépit du mépris que l'épilogue d'Harry Potter inspire, ce genre d'épilogue manque quand il n'est pas là pour conclure une histoire. L'intrigue de Monster Rancher étant ce qu'elle est,
Elle ne pouvait s'arrêter que brusquement. Dans ce genre de circonstances, une scène qui se passe longtemps après et fait le bilan de la vie des personnages après la conclusion aide. Il n'en reste pas moins que la scène que la série a choisi de mettre à la place est très belle et très poétique, et que la conclusion de l'histoire est à peu près celle à laquelle on s'attend, et celle qu'il lui faut. Tout ce qui peut frustrer tient uniquement à la mise en scène. Du point de vue scénaristique, il n'y a pas de manquement. La preuve, c'est que si la fin de Digimon Fusion, la vraie histoire, avant l'arc à la con qui sert de suite après fin fermée, est moins tragique, elle est un peu semblable à celle de Monster Rancher. Mais comme cette fois elle a été installée avec tout le temps et le savoir-faire nécessaire, elle est magnifique et ne frustre aucunement. À se demander pourquoi Digimon Fusion nous a aussi fait le coup de la suite après fin fermée qui implique une compétition. Monster Rancher Senpai a fait une suite après fin fermée, nous devons en faire une aussi. Bon, soyons justes. Le scénario devant prolonger une histoire complètement conclue, il ne pouvait que faire n'importe quoi. Mais Digimon Fusion réussit ce que Monster Rancher n'a visiblement pas réussi. Ne pas remettre en question les événements qui ont conclu l'arc principal. Ça essaye plutôt de refaire le scénario du début de Digimon Savers en reprenant le thème des Digimon qui sont appelés dans le monde réel par la force des sentiments humains et créent des catastrophes. Et ça essaye aussi d'introduire une histoire débile de compétition pour être le meilleur dresseur de Pokémon et les attraper tous. Bref, ça n'a juste plus rien à voir avec ce qu'était la série jusqu'à présent. Mais ça ne redconne rien. On peut tout au plus s'étonner de la façon dont les personnages ont évolué en un an. Le souci, c'est que ça n'a strictement aucun intérêt. Déjà, ce qui faisait la particularité de Digimon Fusion, à savoir que les Digimon sont devenus des personnages à part entière, a totalement disparu. Et les Digimon sont juste des créatures que tu ranges dans ton Pokédex en attendant de t'en servir. Ensuite, l'histoire est de toute façon inintéressante. Racontée de manière inintéressante, sans compter que les caméos des héros des autres séries qui ont été mis là pour appâter le spectateur sont totalement grotesques. Il est inexplicable que cet arc existe. Digimon Fusion, je t'explique. Quand on admire une autre série et qu'on veut l'imiter, c'est ses bons choix qu'on imite, pas ses erreurs. Passons. Bref, Monster Rancher, à première vue, ça a toutes les raisons d'être oublié à côté de Digimon et de Pokémon qui paraissent mieux maîtrisés. Mais ce serait dommage de s'arrêter à cette première impression. Malgré plusieurs insuffisances du point de vue de la mise en scène, l'ensemble est agréable, touchant et passionnant. C'est une série qui fait pleurer sur le sort d'un monstre en forme de gros œil jaune, et rien que pour ça, ça mérite qu'on s'en souvienne. Un peu que je m'y connais. Je voudrais pas me vanter, mais j'ai tout de même remporté la bataille des monstres. Ah, mais tu peux rien faire, tu t'attaques à un super génie. Tu veux dire qu'ici, c'est un monde de rêve par rapport à celui dans lequel tu vis d'habitude? Mais alors, lequel est le monde réel? Le contraire de Yang, c'est Yin. Alors là, tu moques pas d'air. C'est à moi de te demander ça. Là, tu m'épates. Je savais pas que tu parlais, oiseau. J'ai soif. J'ai très très soif. Si je t'ai fait mal, ne viens pas te plaindre après. C'est vraiment pas de chance. Elle aurait peut-être dû faire appel à quelqu'un d'autre. Et depuis, je veille sur elle. Et je serai toujours là. Pour veiller. Je n'ai plus qu'à planter mes crocs dans ta gorge et c'est fini. Normalement, la Maxime d'Antinoé devrait nous donner la réponse. La bibliothèque! On devrait y trouver des infos sur les plantes!